prêt à poursuivre son offensive. Voilà que les bases sont posées. Merci beaucoup Lydia Arouche. Nous sommes en direct avec Alexander Stubb. J'espère que je prononce bien votre nom de famille. Vous êtes ancien Premier ministre finlandais. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi sur LCI. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'école de gouvernance transnationale de Florence. Première question, est-ce que cette construction, elle est absolument nécessaire? Un mur, ça fait toujours peur dans l'opinion. Oui, je crois que c'est nécessaire maintenant et aussi c'est un symbole de l'époque, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en train d'avoir une Europe qui est complètement partagée à deux et la Finlande a la plus longue barrière, frontière avec la Russie. Donc nous sommes en train d'isoler la Russie politiquement, économiquement, culturel, sportif, énergie et on a besoin d'un mur en Finlande. Mais la construction doit s'achever en 2026, comme l'a dit précisément Lydia Arouche à l'instant. Est-ce que ce n'est pas trop tard comparé à l'urgence qu'il y aurait visiblement avec la Russie à vos frontières? À mon avis, il n'y a pas d'urgence parce qu'on a bien sûr un des plus forts militaires en Europe. On a 900 000 soldats dans les réserves. On vient d'entrer dans l'OTAN, donc il n'y a pas de problème de sécurité, mais c'est vraiment une question pour l'avenir. Et on a bien vu aussi que le président Poutine a utilisé les immigrants dans les années 15 contre nous, donc c'est la seule urgence, mais en urgence militaire, il n'y a pas. On est actuellement sur un projet pilote de 3 km. D'ici 2025, on est censé rajouter 70 km. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dérisoire comparé aux 1300 km de frontières en commun entre les deux pays? Oui, c'est à peu près 15% enfin qu'on va construire, mais ce sont les frontières de plus importantes. En plus, on a beaucoup de caméras, le CCTV, les autres méthodes de protéger les frontières. Et quand même, il y a beaucoup de forêts, donc ce n'est pas un mur complet, c'est seulement un mur qui va mettre un système plus difficile de rentrer en Finlande, c'est tout. Vous avez toujours été vous-même favorable à l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, même si à l'époque l'opinion, elle, n'y était pas du tout favorable. Est-ce que vous pensez que vous avez à un moment perçu avant tout le monde ce que maintenant on est obligé de faire un petit peu dans la hâte? Pas exactement. Nous, en Finlande, nous sommes très pragmatiques avec notre sécurité. Donc, c'était une question d'opinion publique. Avant l'attaque, c'était à peu près 50% contre et 20% pour. Maintenant, c'est à peu près 80% pour. Et aujourd'hui, le Parlement finlandais a voté pour l'OTAN. C'était 184 pour. Donc, les choses changent. Et puis la Finlandais va continuer dans son sécurité. Donc pour moi, ce n'est pas une grande chose que j'étais dans le bon côté de l'histoire. D'autant que l'OTAN, elle dit que en ce qui concerne la Finlande et la Suède, ça n'est finalement qu'une question de temps. Écoutez ce que disait justement Jens Stoltenberg. Il est maintenant temps d'accueillir la Finlande et la Suède en tant que membres de l'OTAN. Je ne peux pas vous dire quand, mais nous travaillons pour que cela arrive le plus tôt possible. Du coup, une question quand même, est-ce que adhérer à l'OTAN n'est pas finalement une prise de risque vis-à-vis de Vladimir Poutine? On sait qu'avoir l'OTAN à ses frontières, il n'apprécie pas vraiment sur le principe. Non, pas du tout. C'est le contre-risque. C'est pour augmenter la sécurité. Comme je viens de dire, la Finlande a un des plus grands armées dans l'Europe. On peut mobiliser 280 personnes dans une situation de la guerre. On a plus que 60 F-18. On vient d'acheter plus que 60 F-35. Donc, on donne la sécurité. On n'est pas un risque de sécurité pour l'OTAN. La Turquie, elle rechigne encore à donner son accord pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Elle dit que pour la Finlande, ça peut aller plus vite. Est-ce qu'on n'est pas en train de laisser un petit peu de côté l'un de vos amis, l'un de vos voisins? Non, je crois qu'il faut rester calme. Quand même, ça va être le plus rapide venir de membres de l'OTAN. Ça fait qu'un an. On va être membres, nous deux, à Vilnius dans quelques mois. Donc, et la situation de sécurité est assez calme. Donc, je ne pas t'inquiète. La Suède était quand même neutre pour 200 ans. Donc, d'attendre quelques mois, ça ne va pas être un grand problème.
C'est une décision sage. Alexander Stubb, en octobre, vous vous définissiez comme à 75% pro-guerre et à 25% pro-paix. Est-ce que, depuis le mois d'octobre, vous avez changé de position vis-à-vis de ce sujet particulier? Non, pas exactement. Si vous parlez de la position de la population européenne, je crois on n'est pas fatigué de cette guerre. Et pourquoi? C'est parce que Poutine attaque toujours des destinations civiles comme les hôpitaux, des écoles. Maintenant, je ne crois pas qu'on va trouver une paix. Ça va durer plus que 12 mois, je crois. Donc, c'est une année de la guerre, malheureusement. D'autant que vous dites que Poutine n'est pas le fou ou le malade qu'on veut bien décrire à certains moments et dans certains médias, parce que vous-même, vous l'avez rencontré à plusieurs occasions. Comment l'avez-vous senti, comment l'avez-vous perçu? Il est très bien préparé dans les réunions, il connaît son dossier, il est rationnel, il est un peu froid, mais il n'est pas irrationnel. Il essaie de construire un grand Russie avec une langue, la Russie, une religion orthodoxe, et puis un président, c'est lui-même. Donc il est révisionniste, il est impérialiste, mais il n'est pas irrationnel. Vous qui connaissez bien la Russie parce que la Finlande est un pays voisin, parce que vos fonctions l'exigent aujourd'hui, parce qu'elles l'ont exigé par le passé, est-ce qu'à votre avis, une Russie sans Poutine, c'est vraiment un cadeau à faire à l'Occident, ou est-ce qu'à l'inverse, ça peut être encore pire? Ça peut être pire ou ça peut être mieux, mais c'est que sûr qu'on va vraiment avoir une Russie assez isolée pour quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne sait pas encore. Donc c'est vraiment une société assez compliquée. On a bien voulu avoir une Russie européenne, mais il ne semble pas possible. Donc on va avoir une Europe partagée en deux. Russie dans un côté et 44 pays dans un autre. Moi, je trouve que l'initiative du président Macron sur le European Political Community, la première réunion était à Prague, ça fait quelques mois, c'était une très bonne initiative. Malheureusement, je trouve que nous sommes dans une impasse avec la Russie, donc la Russie doit tourner vers l'autre monde, pas vers l'Europe. Oui, mais vous dites malgré tout que la Russie doit aujourd'hui perdre la guerre et qu'elle doit aussi perdre la face. Est-ce que ça, justement, ça n'est pas un danger supplémentaire de voir Poutine se fâcher, même si on entend bien que c'est quelqu'un de très rationnel, et de commettre l'irréparable? Oui, écoutez, Poutine est déjà fâché. Il va continuer. S'il n'est pas complètement détruit, s'il ne perd pas, il va continuer cette vision impérialiste. Il va continuer en Géorgie, en Moldavie. On parle déjà de situation de la Transnistrie. Donc, la seule chose qu'il comprend, c'est le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lui protéger. Il a déjà perdu son face, c'est clair. Je me permets de citer les propos que vous avez tenus dans le magazine Challenge en fin d'année dernière. Vous disiez « Poutine a voulu diviser l'Europe, il a réussi à l'unir, il a voulu anéantir l'OTAN, il l'a vivifié ». Est-ce que vous êtes aujourd'hui fier en tant qu'Européen de voir que justement on a su s'unir dans finalement quelque chose qui n'était pas gagné au début, parce qu'on a toujours mis en avant les dissensions de l'Europe, beaucoup moins les moments où elle arrivait à s'unir? C'est difficile à dire. Je crois qu'on fait l'unification européenne toujours en face d'un danger ou un ennemi. Et maintenant, je trouve que les États-Unis, l'Europe, nous sommes tous ensemble parce que nous partageons des valeurs de démocratie. On a trouvé un danger qui est la Russie et Poutine. Donc, on va continuer dans un monde de l'Ouest un peu plus uni qu'avant. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer quelques années, c'est clair. Parce que dans le monde, on ne vit pas dans une utopie. Il y a toujours des opinions divergentes, par exemple en Hongrie. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été avec nous cet après-midi sur LCI, Alexander Stubb. Merci à vous, on vous laisse retourner à vos occupations. Vous êtes très pris en Italie, on le sait, merci encore. À nous ici qui sommes en plateau et qui avons entendu les propos de l'ancien Premier ministre finlandais, Olivier Vedrine, est-ce que vous partagez cette vision de Vladimir Poutine qu'on veut là presque rationnelle, mais malgré tout déterminée? On en parlait un petit peu pendant la pub. J'ai jamais dit, je suis d'accord, il a toujours été rationnel, il a son plan de revanche. Je ne dis pas que vous avez dit le contraire, attention.
Non, parce que souvent ils disent l'esprit russe, on voudrait que ça soit irrationnel. Ce n'est pas irrationnel, c'est une autre rationalité. Voilà. Et cette autre rationalité, elle est basée sur la grandeur. Vous voyez, nous, notre rationalité serait basée sur le bien commun, la liberté, une certaine jouissance de la vie. En Russie, la rationalité est basée sur la grandeur et la transcendance pour la grandeur. Plutôt mégalomanie. Mégalomanie, bon, si tu veux. Mais la grandeur, on va dire. Et il est à fond dans cette rationalité-là. L'Union soviétique, l'Empire russe, il a mis tout ça ensemble et il veut refaire cette puissance. Et ce que je vous disais tout à l'heure, les propos que m'a tenus Ilarionov, les propos que m'ont tenus Ponomarev, que m'ont tenus Gudkov, etc., père et fils, c'est véritablement cette logique. Cette logique-là, il l'a annoncé déjà, c'était en 2007, il me semble, pour la conférence de Munich. Ça a été le point de bascule pour moi, c'est la Géorgie. Et là, il l'a annoncé même avant le 22 février 2022. Il l'a annoncé avant le 24 février 2022. Il a dit « Je veux les frontières de 97 ». Donc, il est rationnel, il a un plan, il va appliquer le plan, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va grignoter. Et si on ne l'arrête pas, il continuera, et si on fait une trêve, il reviendra. Ouais, vous qui parliez de grandeur et de mégalomanie, hein, évidemment, concernant Vladimir Poutine, vous allez voir que ça concerne également ses possessions et son intérieur. On va vous emmener à l'intérieur d'une de ses résidences, qu'on dit extrêmement fastueuse. Et vous allez voir que cela dénote vraiment d'une coupure avec l'ensemble de son peuple. A tout de suite. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plus